Bien, bonjour à tous, bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des tout petits de la région de l'Outaouais. Donc, avant de me plonger dans le vif du sujet, je vous inviterai à visionner cette petite vidéo qui a été produite par l'Observatoire des tout petits et qui, je pense, met bien la table pour ma présentation. Au Québec, un peu plus qu'un enfant sur quatre à la maternelle est vulnérable dans au moins un domaine de développement. Cette proportion atteint un enfant sur trois en milieu défavorisé. À titre d'exemple, à l'âge de 3 ans, les enfants de familles défavorisées connaissent en moyenne 600 mots de moins que ceux provenant de familles favorisées. Cet écart n'est pas sans conséquence. Les enfants plus vulnérables sont à risque de rencontrer des difficultés dès leur entrée à l'école. Ces difficultés peuvent influencer tout leur parcours, et ce, jusqu'à l'âge adulte. Heureusement, il est possible de changer les choses. En offrant des services de garde de qualité, des lieux publics ou socialisés, des enseignements adaptés, des activités de loisirs et des environnements stimulants. Agir dès la petite enfance, c'est permettre à tous les enfants de développer leur plein potentiel. Ensemble, faisons grandir le Québec. Pour en savoir plus, consultez toutpetit.org. Alors, je pense que la vidéo le présente bien. La réussite éducative commence dès la petite enfance. Certains tout petits, malheureusement, débutent l'école avec certaines vulnérabilités sur le plan du développement, certaines conditions de santé physique, de santé mentale qui peuvent faire obstacle à leur parcours scolaire et surtout faire en sorte qu'ils ne puissent pas profiter de tout ce que l'école a à leur offrir. Alors, évidemment, ce qu'on souhaite, bien, c'est d'offrir le meilleur départ possible à chaque enfant et la période de la petite enfance, bien, il faut le dire, c'est une fenêtre d'opportunité incroyable pour donner le meilleur départ possible à chaque tout petit, puisque c'est pendant cette période-là que le développement du cerveau se réalise à la plus grande vitesse. Et à cause de cette grande plasticité du cerveau, bien, toutes les interventions qu'on va mettre en place, elles vont être encore plus efficaces si on compare avec les interventions qui sont mises en place plus tard dans la vie, comme par exemple pendant l'âge scolaire ou pendant l'adolescence. Alors, c'est pour cette raison-là, évidemment, que pour nous, c'était une tellement belle invitation qu'on a reçue de la table éducation Outaouais qu'on s'est empressé d'accepter avec plaisir. On trouvait que c'était aussi une excellente opportunité ces journées de la persévérance scolaire, de vous présenter en grande primeur, parce qu'il faut le dire, ça n'a pas été présenté nulle part, des données tirées du portrait annuel des tout-petits de la région de l'Outaouais. Le rapport comme tel n'est même pas encore terminé, il est encore dans les dernières étapes de révision. Alors, on a extrait certaines données, on vous présente ça et d'ici la fin du mois de mars, bien, on sera en mesure de vous partager le rapport complet et la présentation PowerPoint là, que j'aurai utilisée aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour cette invitation et sans plus tarder, je vais vous parler de nos tout petits. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce portrait? Bien, principalement quatre grandes sections. Donc, d'abord, une section sur les conditions de naissance et de grossesse de nos tout petits, une section sur la santé physique, une section sur la santé mentale et une section sur le développement des tout petits. Donc, dans le cadre de ma présentation aujourd'hui, je vais me concentrer sur la santé physique, la santé mentale et le développement des tout petits de la région de l'Outaouais. Je ne vous présenterai pas l'entièreté des données du portrait, bien évidemment, mais certaines données qui ont davantage retenu notre attention. Vous pourrez constater que les dates des données changent tout au long de la présentation. Donc, c'est qu'on travaille toujours avec les dernières données disponibles et selon la source dont provient la donnée, bien, la date ne sera pas la même. Vous pourrez constater également que la majorité des données que je vais vous présenter datent d'avant la pandémie, en particulier celles qui proviennent des grandes enquêtes menées par l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, et ce sont vraiment les dernières données disponibles. Donc, effectivement, on n'est pas encore en mesure de documenter la période de la pandémie sur le développement des tout-petits au Québec, mais ce qu'on a fait, comme ça a été mentionné tout à l'heure par Mme Dufour, c'est qu'on a produit une recension des études qui ont été menées un peu partout à travers le monde depuis le début de la pandémie pour nous donner une idée de ce qui risque de s'observer au Québec au cours des prochaines années quand on aura de nouvelles données sur les différentes facettes du développement de nos enfants. Alors, qui sont ces 0,5 ans dans la région de l'Outaouais?
Bien d'abord, sachez qu'ils sont 25 630 enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région selon les données de 2020 et que le nombre de tout-petits a augmenté d'année en année entre 2009 et 2016 pour baisser légèrement de 2016 à 2020. Et ça, c'est une tendance qui est également observée dans l'ensemble de la province. Alors, vous voyez, sur la diapositive, il y a un petit encadré bleu. Donc, vous allez retrouver ces encadrés-là tout au long de la présentation. C'est qu'on a toujours voulu vous présenter la donnée pour l'ensemble du Québec afin que vous puissiez mieux situer de quelle façon se positionne la région par rapport à la moyenne provinciale. Et vous trouverez également certaines diapositives qui sont entièrement en bleu. Donc, ça, dans le fond, ce que ça indique, c'est que c'est une donnée provinciale et la raison pour laquelle on vous la présente, ben, c'est que généralement, on n'a pas accès à la donnée régionale. Donc, on a quand même tenu à vous faire part de certains enjeux qui peuvent toucher les tout-petits de la région de l'Outaouais, même si on n'a pas de données régionales pour le documenter. Alors, si on regarde maintenant le nombre de naissances, bien, on voit qu'entre 2010 et 2020, le nombre de naissances a diminué et c'est une tendance qui a été observée aussi pour l'ensemble du Québec. Et donc, à eux seuls, les tout-petits représentent 6,4 de la population en Outaouais selon les données de 2020. Et en 2010, ils représentaient 6,8 de la population. Donc, effectivement, on a une petite baisse et cette baisse-là est également observée dans l'ensemble du Québec. Ceci dit, les tout-petits sont proportionnellement plus nombreux dans la région de l'Outaouais que dans l'ensemble de la province. Et si on se penche maintenant sur la situation économique dans laquelle vivent les tout-petits, bien, au sein de la région de l'Outaouais, 13,9 des tout-petits de la région vivent dans une famille qui est considérée à faible revenu. Et ça, c'est une donnée qui date de 2018. Et ce taux est légèrement plus élevé que dans le reste du Québec. Donc, comme on le voit à l'écran, la proportion dans l'ensemble du Québec est de 12,6. Donc, au sein de la région de l'Outaouais, bien, ça représente 3 700 tout petits qui vivent dans des familles qui sont considérées comme à faible revenu. Et à titre indicatif, bien, en 2018, une famille composée de 4 personnes était considérée comme un ménage à faible revenu si le revenu global après impôt était de moins de 43 681 $. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce dont on parle. Alors, maintenant, on va se pencher sur les données qui portent sur le développement des tout-petits. Alors, les données du portrait nous indiquent qu'il existe en Outaouais un certain nombre d'enfants avec des vulnérabilités, avec des besoins particuliers auxquels il faut répondre pour favoriser leur développement. Alors d'abord, les données sur la vulnérabilité lors de l'entrée à la maternelle. C'est certainement une donnée que vous avez déjà vue passer puisque ça s'est tiré de la dernière enquête sur le développement des enfants à la maternelle qui a été menée en 2017. L'enquête n'a pas été menée de nouveau depuis. Alors, ce sont les derniers chiffres dont on dispose. Alors, en Outaouais, 33,5 des enfants de maternelle, soit un enfant sur trois, était vulnérable dans au moins un domaine de son développement en 2017. Et cette proportion-là était plus élevée qu'en 2012, où elle était d'environ un enfant sur quatre. Dans l'ensemble du Québec, on a également connu une augmentation de la proportion d'enfants vulnérables dans au moins un domaine de leur développement. Ceci dit, les données sont quand même plus basses que celles observées au sein de la région de l'Outaouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par enfant vulnérable? Bien, dans le cadre de l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, un enfant est considéré comme vulnérable dans un domaine de développement s'il fait partie des 10 d'enfants québécois qui ont les résultats les plus faibles dans ce domaine de développement-là. Et quels sont les domaines justement qui sont à l'étude? Bien, ils sont présentés à l'écran. Alors, la santé physique et le bien-être, les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier, ainsi que les habiletés de communication et les connaissances générales. Donc, si on revient
aux données de votre région, donc la proportion d'enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement est plus forte chez les enfants dont le ménage est considéré comme étant à faible revenu. Et ça, c'est une tendance qui est observée à l'échelle de la province. Et au sein de la région de l'Outaouais, bien, c'est plus de la moitié de ceux-ci qui sont vulnérables. Donc, plus de la moitié des enfants qui sont dans une famille à faible revenu qui sont vulnérables dans au moins un domaine de développement, alors que dans l'ensemble du Québec, on parle davantage de 41. Alors, c'est plus élevé dans la région. Et lorsqu'on regarde les ménages qui ne sont pas considérés comme à faible revenu, bien, on voit au contraire qu'il y a moins d'enfants qui sont vulnérables. Donc, on passe de 1 sur 2 à 1 sur 4. Alors, bien évidemment, bien, les tout-petits qui vivent dans des familles à faible revenu sont plus à risque d'avoir des vulnérabilités et méritent donc une attention toute particulière. Alors, l'enquête révèle également que certains enfants risquent davantage d'être vulnérables dans au moins un domaine de développement, outre les enfants qui sont dans des familles à faible revenu. C'est le cas, par exemple, des garçons, des enfants les plus jeunes de la cohorte, donc ceux dont l'anniversaire était, par exemple, en juillet ou en septembre, les enfants qui ont une autre langue que le français ou l'anglais comme langue maternelle, les enfants qui sont nés à l'extérieur du Canada et les enfants dont les parents sont les plus faiblement scolarisés. Alors, ces enfants-là, bien, ont un risque un peu plus élevé d'avoir des vulnérabilités lorsqu'ils entrent à l'école. Et si on s'attarde aux enfants dont les parents sont plus faiblement scolarisés, bien, c'est certain que dans la région, on peut rappeler qu'on a quand même 13,8 de la population des 25-64 ans qui n'a pas de diplôme. Donc, une proportion qui est un peu plus élevée que dans l'ensemble de la province. Donc, ceux qui sont parents parmi ces adultes-là, ben, ont plus de chances d'avoir des enfants qui pourraient avoir des vulnérabilités lors de l'entrée à l'école. De plus, dans la région, les enfants de langue maternelle anglaise sont plus vulnérables. Donc, 42,9 des enfants de langue maternelle anglaise sont vulnérables dans un domaine de leur développement versus 30,9 chez les enfants de langue maternelle française. Et ça, c'est un phénomène qui est observé également à l'échelle de la province. Et évidemment, bien, au sein de la région, il y a une proportion de personnes d'expression anglaise qui est plus importante que dans l'ensemble du Québec, donc de 18,7 en fait en Outaouais versus 13,7 dans l'ensemble du Québec. Donc, c'est évidemment quelque chose qu'on devrait surveiller de plus près. Est-ce que tout va bien, Valérie? Tu m'interromps, hein, s'il y a des questions de clarification? Tout va bien, parfait. Alors, on a parlé des enfants qui sont vulnérables lors de leur entrée à l'école. Maintenant, je vais vous parler des élèves qui sont handicapés ou en difficulté d'adaptation. Donc, il y a 320 élèves de maternelle 5 ans qui étaient handicapés ou en difficulté d'adaptation pour l'année scolaire 2016-2017 dans le réseau public dans la région de l'Outaouais. Donc, ça représente 7,3 des tout-petits de la région qui ont une telle condition. Et lorsqu'on compare ce pourcentage-là avec le pourcentage moyen dans l'ensemble de la province, bien, on voit qu'il est plus élevé parce que dans la province, on parle plus de 5,8 des enfants. Donc, ce que ça nous dit, cette donnée-là, ben, c'est qu'il y a des enfants qui ont des conditions particulières qui peuvent générer des besoins particuliers auxquels on doit répondre pour favoriser leur développement. Donc, il ne faut pas les oublier. On a tendance souvent à ne pas penser à eux, mais il faut penser à ces enfants-là, puis évidemment, leur offrir les conditions pour qu'ils puissent développer leur plein potentiel comme tous les autres. Donc, ça m'amène à vous parler, ça, c'est pas tiré de notre portrait, mais c'est une étude qui nous a été partagée et qu'on trouvait fort intéressante pour appuyer mon propos précédent. Donc, c'est un sondage qui a été fait par le syndicat au printemps 2021 auprès de 200 professionnels de l'éducation en Outaouais. Et les résultats de ce sondage-là indiquent qu'il y a un problème d'accès aux ressources, aux spécialistes, aux experts, aux intervenants, pardon, pour les enfants qui ont des besoins particuliers.
Donc, 79 des professionnels qui ont répondu au sondage ont indiqué que seuls les élèves qui présentent les problèmes les plus urgents réussissent à avoir accès aux services. 6 professionnels sur 10 disent ne pas avoir le temps nécessaire pour faire des interventions préventives, ce qui est vraiment important pour, de prévenir plutôt que de laisser les problèmes se développer et devenir plus importants. Et 74 d'entre eux reconnaissaient qu'il leur était impossible de faire le nombre de rencontres de suivi qu'ils jugeaient requis. Et enfin, un professionnel sur 3 songeait à quitter son emploi, ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour favoriser l'accès aux différents intervenants. Donc, je pense que ce que ça nous indique, c'est qu'en Outaouais, puis je vous dirais que c'est un problème qui est observé dans l'ensemble de la province également, il y a un problème d'accès aux ressources. Donc, il va falloir s'attaquer à ça si on veut s'assurer que chaque tout petit puisse avoir les conditions pour développer son plein potentiel. Maintenant, on va parler des impacts de la COVID-19 ou de la pandémie sur le développement des tout-petits. Donc, d'abord, il y a des enjeux qui ont été adressés dans les médias par rapport au port du masque, notamment dans les services éducatifs à l'enfance. Certains ordres professionnels au Québec se sont exprimés préoccupés par rapport aux effets sur le développement du langage des enfants, surtout si les enfants sont en période d'apprentissage du langage ou s'ils étaient déjà vulnérables sur le plan langagier, et des effets également sur le développement socio-affectif, puisqu'évidemment, ben, on peut moins interpréter les émotions des gens qui s'adressent à nous lorsqu'ils ont un masque dans la figure. Toutefois, on n'est pas en train de dire qu'il ne fallait pas porter le masque. Les experts de santé publique jugeaient que le risque de transmission du coronavirus en service de garde était plus important et dommageable que les effets du masque. Mais il faut être conscient que peut-être que certains enfants vont avoir des défis un peu plus importants à cause du port du masque. Ensuite, bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas encore les données d'enquête qui nous permettent de mesurer réellement les effets de la pandémie sur le développement des tout-petits, mais c'est toujours intéressant de voir un peu ce qui a été publié ailleurs dans le monde pour avoir une idée de ce qui nous attend. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, d'abord, une étude qui a été menée dans le cadre de la crise du SRAS en 2003. Et cette étude-là a été menée auprès des 15 000 enfants environ qui avaient vécu la pandémie de SRAS. Et ce que ça indique, ben, c'est que le risque de retard sur le plan de certaines étapes développementales était de 3 à 5 fois supérieur si on comparait avec les enfants qui n'avaient pas vécu le SRAS. Il y a une autre étude américaine qui est présentement en cours de révision qui indique que le développement verbal, moteur et cognitif des enfants qui sont nés durant la pandémie est affecté. Et selon cette étude-là, les effets seraient plus prononcés chez les enfants issus des ménages à faible revenu. Alors, ce que ça nous indique, ben, c'est qu'on va avoir intérêt à monitorer, à suivre de près les effets de la pandémie sur nos tout-petits. Et évidemment, ben, en ayant un bon portrait de la situation, ça va nous permettre de mettre en place les mesures pour favoriser le développement de chaque enfant. Alors maintenant, quand on a pris connaissance de toutes ces données-là, bien évidemment, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme société? Donc, le portrait présente des leviers collectifs qui ont été documentés, qui se sont avérés efficaces ou prometteurs pour intervenir sur les différents enjeux qui ont été présentés. Moi, je vais vous en donner quelques exemples aujourd'hui. Alors, pour favoriser le développement des tout-petits, bien évidemment, les interventions pendant la petite enfance sont plus efficaces que celles réalisées plus tard dans la vie à cause de la grande plasticité du cerveau. Alors, ça nous indique toute l'importance d'intervenir tôt. Évidemment, pour intervenir tôt, bien, il faut détecter tôt les problématiques et ça peut être une responsabilité partagée. Donc, on parle dans le portrait du programme Agir tôt du ministère de la Santé et des Services sociaux qui permet de repérer tôt les problématiques développementales pour agir rapidement. On parle également des outils d'observation qui ont été développés pour les membres de la famille, mais aussi les éducatrices, éducateurs en service de garde, parce que comme ils passent leur journée avec les enfants, bien, ils sont bien placés pour détecter s'il semble y avoir des petits défis ou des vulnérabilités. Évidemment, elles ne peuvent pas poser de diagnostic, mais ça peut nous sonner la cloche pour ensuite aller chercher l'avis d'un expert sur la question.
On parle également de programmes d'entraînement aux habiletés parentales pour les familles avec un enfant qui éprouve des difficultés apparentées au TDAH. Donc, on parle également dans le portrait de l'importance de rejoindre les clientèles qui sont les plus vulnérables. Donc, par exemple, en réservant des places dans les CPE pour les enfants plus vulnérables. La table éducation Outaouais a un chantier 0-5 ans et participe à la concertation pour le développement social de l'Outaouais. Donc, la mobilisation, c'est important évidemment pour rejoindre les clientèles vulnérables. Les maisons de la famille aussi, les organismes communautaires accueillent les tout-petits et leurs familles et peuvent offrir un soutien précieux pour celles-ci. Et enfin, bien, il faut tenir compte des communautés minoritaires et je vous invite à aller visiter le site Internet du programme Bright Beginnings, qui est une initiative du Community Health and Social Services Network qui vise à améliorer le bien-être, mais aussi la réussite scolaire des enfants et des jeunes d'expression anglaise au Québec. Et ce qu'ils ont développé, c'est une approche qui permet de soutenir la mobilisation à l'échelle locale, régionale et provinciale. Et il y a des organisations qui sont soutenues par ce programme-là et qui ont créé 57 nouveaux programmes et services qui sont spécialement conçus pour les jeunes de familles d'expression anglaise. Alors, ça peut être intéressant également à découvrir. Alors, voilà pour le développement. Je vais maintenant aborder la santé physique de nos tout-petits. D'abord, les données sur les taux d'hospitalisation pour asthme. Donc, on voit qu'entre 2008-2011 et 2014-2017, bien, les taux d'hospitalisation pour asthme chez les enfants de 0 à 4 ans étaient à la baisse et les taux d'hospitalisation étaient plus élevés en Outaouais que dans l'ensemble de la province. Donc, on parle de 248 hospitalisations pour 100 000 enfants de 0,4 ans en Outaouais, alors qu'on est à 182 hospitalisations pour 100 000 enfants dans l'ensemble du Québec. L'accès aux soins dentaires, bien, on le sait, hein, si on veut partir du bon pied pour l'hygiène dentaire puis avoir des dents en santé, bien, il faut que ça commence pendant la petite enfance. Les recommandations de l'Association dentaire canadienne sont d'avoir une première consultation chez le dentiste dans les 6 mois qui suivent l'éruption de la première dent ou à l'âge d'1 an. Et en Outaouais, ce qu'on voit, ben, c'est qu'il y a moins du cinquième des enfants de 0,5 ans qui ont consulté un dentiste pour un examen dans le cadre du programme de soins dentaires de la RAMQ. Et ça, c'est des données qui datent de 2020. Et lorsqu'on compare cette donnée avec l'ensemble du Québec, ben, on voit qu'il y a moins de tout-petits qui ont fréquenté le dentiste pendant la première année de vie que dans l'ensemble de la province. Problématique également d'accès à un médecin de famille ou un pédiatre. Donc, comparativement au reste du Québec, la région a une proportion plus élevée de familles qui ont déclaré qu'il n'y avait pas de médecin de famille ou de pédiatre pour leurs enfants âgés de 0 à 5 ans, avec près d'une famille sur 8 qui a déclaré ne pas en avoir, donc c'est 13,2 alors que dans l'ensemble du Québec, on est à 9 des familles. Donc, évidemment, l'accès à un médecin de famille ou un pédiatre, c'est très important, en particulier pendant la petite enfance. D'ailleurs, les rendez-vous de suivi sont rapprochés pendant la période de la petite enfance, justement pour nous permettre de détecter les petites problématiques sur le plan du développement et d'intervenir le plus tôt possible. Il y a donc une dizaine de rencontres prévues là, de suivi avec le médecin entre la naissance et l'âge de 5 ans. Et ça exclut les visites à l'urgence ou les visites au sans rendez-vous. C'est vraiment pour nous permettre de suivre le développement de l'enfant. Donc, c'est primordial, évidemment, que tous les tout-petits aient accès à un médecin de famille ou un pédiatre. Ensuite, quelques données sur l'impact du virus lui-même sur les tout-petits. Donc, bonne nouvelle, les tout-petits sont quand même peu touchés par le virus de la COVID-19. Le nombre le plus faible de cas de COVID-19 est chez les enfants de moins de 5 ans, comparativement aux autres groupes d'âge. Et le risque d'être hospitalisé à raison de la COVID-19 est également très bas en bas âge. À ce jour, 2 décès en raison de la COVID-19 ont été recensés au Québec chez les enfants de 0 à 5 ans. Alors ici, je vous présente des données provinciales parce que malheureusement, on n'a pas ces données-là à l'échelle régionale et c'est des données qui datent de juste avant la pandémie. Alors, juste avant la pandémie, bien, c'est 40 des 3 à 5 ans
qui ne rencontraient pas les recommandations canadiennes en matière d'activité physique, c'est-à-dire qui ne faisaient pas suffisamment d'activité physique. Et c'est 52 des enfants âgés de 3 à 5 ans qui ne rencontraient pas les recommandations en matière de temps écran, c'est-à-dire qu'ils écoutaient trop de télévision ou jouaient trop à des jeux vidéo par rapport à ce qui était recommandé pour leur âge. Or, on sait que plusieurs études depuis le début de la pandémie ont documenté une diminution de l'activité physique, une augmentation des activités sédentaires, une diminution de la qualité de l'alimentation et une augmentation de l'insécurité alimentaire chez les enfants de façon générale. Et ça, c'est particulièrement le cas dans les ménages à faible revenu. Parce qu'évidemment, ben, c'est davantage les familles en situation financière difficile qui vivent de l'insécurité alimentaire. Et au niveau de la qualité de l'alimentation, bien dans les familles qui ont des revenus plus élevés, parfois ça s'est transposé en meilleures habitudes alimentaires parce que les gens se retrouvaient avec plus de temps pour cuisiner. Donc, on voit que les écarts peuvent quand même être importants. Ceci dit, le temps d'activité physique et les activités sédentaires touchent l'ensemble des tout-petits. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir sur ces enjeux-là? Bien évidemment, on peut favoriser un mode de vie physiquement actif de multiples façons. J'ai ici quelques exemples. Donc, au sein des municipalités, on peut prévoir des aménagements qui sont sécuritaires, propices à l'activité physique et surtout adaptés pour des enfants à bas âge. Donc, des parcs, des ruelles vertes, des espaces publics extérieurs propices aux jeux. Et soulignons que 2 municipalités sont certifiées Amis des enfants en Outaouais, donc Saint-André-Avelin et Tursault. On peut également agir au sein des services de garde éducatifs à l'enfance parce que les enfants passent beaucoup d'heures dans ces milieux-là. Donc, il y a le cadre de référence Gazelle et Potiron qui est implanté dans plusieurs services éducatifs à l'enfance et qui favorise justement un mode de vie actif dans le quotidien des tout-petits. Ensuite, on peut agir au niveau de la saine alimentation, ben, par exemple au niveau national, en adoptant une taxation des boissons sucrées. On pourrait également agir au sein des services de garde éducatifs à l'enfance, puisque les enfants prennent au minimum un repas et plusieurs collations par jour dans ces milieux-là. Donc, encore une fois, le cadre de référence Gazelle et Potiron ben, propose aussi des collations, des repas nutritifs et encourage l'éveil du goût chez les tout-petits. Et au niveau de la santé globale, bien, la pédiatrie sociale permet de faciliter l'accès à un suivi médical et aux professionnels de la santé. Et on sait qu'il y a 2 centres de pédiatrie sociale à Gatineau. Alors maintenant, les données sur la santé mentale. Alors, la santé mentale des tout-petits, tout comme celle de leurs parents, est à surveiller. Très peu de données sont disponibles pour évaluer la santé mentale des tout-petits, hein, parce qu'évidemment, à cet âge-là, c'est difficile de poser un diagnostic comme on peut bien l'imaginer. Les professionnels préfèrent donc être prudents et suivre attentivement l'évolution de la situation avant de poser un diagnostic. Ceci dit, il faut retenir que les problèmes de santé mentale chez les tout-petits sont plus fréquents qu'on pourrait le croire, hein. On pourrait penser qu'ils sont trop jeunes pour vivre de telles problématiques, mais non, il semblerait que la fréquence des problématiques de santé mentale chez les tout-petits est équivalente à la fréquence observée chez les enfants d'âge scolaire. Alors ici, on a une donnée provinciale parce que malheureusement, on n'a pas la donnée pour la région. Et c'est, dans le fond, le nombre d'enfants âgés de 1 à 5 ans qui avaient reçu un diagnostic de troubles anxio-dépressifs en 2019-2020, donc 1696 enfants. Et les principaux troubles anxio-dépressifs sont la phobie sociale, l'anxiété de séparation, l'anxiété généralisée et la dépression. Les études publiées depuis le début de la pandémie nous indiquent que les enfants sont parmi ceux dont la santé mentale s'est le plus détériorée pendant la pandémie. Donc, les études ont documenté une diminution de la capacité d'attention des enfants, une diminution de la qualité et de la quantité de sommeil, pardon, une augmentation des symptômes anxieux et dépressifs et une augmentation des troubles de comportement. Donc, évidemment, tout ça
peut avoir une influence sur la capacité d'attention et de concentration des enfants lorsqu'ils sont à la maternelle, lorsqu'ils sont à l'école, parce que c'est des données qui touchent tous les enfants et non seulement les tout petits. Mais on comprend que ce sont également des éléments qui peuvent influencer la santé mentale des parents. Parce que quand le tout petit ne dort pas bien la nuit, généralement, le papa et la maman ne dorment pas si bien que ça non plus. Donc, c'est sans surprise qu'on constate également que la santé mentale des parents a été affectée par la pandémie et la Morneau-Chapelle a publié une étude qui démontrait que l'indice de santé mentale des adultes qui ont des enfants était beaucoup plus bas que l'indice de santé mentale des adultes sans enfants. Alors, il faut penser également à la santé mentale des parents. Ensuite, bien, l'accumulation des sources de stress au sein des familles semble avoir contribué à augmenter le risque de problèmes de santé mentale chez les enfants et chez leurs parents. Et l'isolement social, selon les études qui ont été menées, est associé à une augmentation du risque de dépression et de troubles anxieux chez l'enfant, pas seulement pendant la période d'isolement, mais aussi dans les mois, dans les années qui suivent. Donc, ce n'est pas parce que l'enfant est retourné dans son service de garde qu'il ne peut pas avoir encore ce type de symptômes-là. Alors, c'est évidemment à surveiller et ce serait la durée de l'isolement qui pèserait le plus dans la balance versus l'intensité de l'isolement. Donc, plus la durée de l'isolement est longue, même si l'isolement n'est pas très intense, ben, c'est ce qui aurait le plus d'impact selon les études à ce jour. Alors, comment on peut agir sur la santé mentale des tout-petits? Bien, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le développement du cerveau se fait au gré des interactions avec au gré des interactions de l'enfant avec les personnes qui l'entourent. Donc, par exemple, ses parents, les membres de sa famille, les gens dans sa communauté, comme le personnel des services éducatifs à l'enfance ou encore ses voisins, ses amis. Et il se construit également au gré des stimulations qui proviennent de ses milieux de vie, comme son quartier, la qualité de son logement, est-ce qu'il est suffisamment grand pour les besoins de la famille, son service de garde, est-ce qu'il est de qualité, et les services qui sont offerts dans la communauté. Et à mesure que le cerveau se développe, bien évidemment, ces 2 grands aspects-là vont influencer le développement de l'enfant, son estime de soi et sa santé mentale. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant ça, bien, on voit qu'on a des leviers pour agir. Donc, pour soutenir autant la santé mentale que le développement des tout-petits, bien, on peut agir sur l'environnement familial et les conditions de vie. Donc, par exemple, par des programmes d'accès au logement abordable, des espaces publics extérieurs propices aux jeux pour briser l'isolement, permettre aux enfants de socialiser, des mesures de conciliation famille-travail pour diminuer le stress au sein des familles. Puis je pourrais ajouter mesures de conciliation famille-travail-études, hein, bien entendu, et programme d'aide aux parents avec les outils nécessaires pour développer des compétences parentales, par exemple le programme YAP qui est bien connu dans votre région. On peut également agir sur l'environnement éducatif de l'enfant, donc s'assurer de la qualité des services éducatifs à l'enfance, ce qui peut influencer le niveau de stress des enfants et évidemment la formation des éducatrices, mais aussi la présence de services spécialisés pour répondre aux besoins des enfants ayant des besoins particuliers. Bien, ce sont des facteurs de protection autant pour la santé mentale que le développement des tout-petits. Et enfin, bien, on veut réduire les barrières d'accès aux services pour favoriser la détection des problématiques le plus tôt possible, le diagnostic et évidemment le traitement ou l'intervention. Et je rappelle que les interventions sont beaucoup plus efficaces pendant la petite enfance à cause de la grande plasticité du cerveau de l'enfant à cet âge-là. Alors, on a tout intérêt à agir tôt. Alors, s'assurer que les parents connaissent les services, évidemment, briser des barrières d'accès, comme par exemple favoriser l'accès à des interprètes lorsque le service n'est pas offert dans la langue de la famille, s'assurer également de former les intervenants pour réduire certains préjugés à l'égard des familles vulnérables, pour s'assurer que les familles vulnérables qui font appel aux services aient la meilleure expérience possible et que ça les incite à faire de nouveaux appels à ces différentes ressources-là. Et évidemment, s'attaquer à toute la problématique des listes d'attente, autant en santé mentale que pour les problématiques de développement.
Alors, en conclusion, bien, la pandémie a eu de nombreuses répercussions sur les conditions de vie des tout-petits, sur leur famille et tout particulièrement au sein des familles qui étaient déjà vulnérables avant la pandémie. Donc, c'est vraiment au sein de ces familles-là qu'il y a eu le plus de pertes d'emploi. C'est dans ces familles-là qu'on vit dans des logements les moins intéressants, les quartiers les moins intéressants, donc qu'on a pu vivre plus difficilement la période de confinement également. Alors, il faut porter une attention particulière à ces enfants-là. Il faut penser aux enfants qui ont des besoins particuliers et y répondre. Et j'espère que cette présentation-là nourrira vos réflexions sur les différents leviers sur lesquels on peut agir pour favoriser le meilleur départ possible lors de l'entrée à l'école. Alors, merci beaucoup et je vais attendre vos différentes questions. Donc, tout le monde, un petit rappel pour les questions. Merci beaucoup, Fanny, pour ta présentation. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, ou ça peut être des questions, mais ça peut être aussi si vous avez des choses que vous voulez exprimer, partager avec votre expérience de terrain, ça serait super intéressant. En attendant que les gens écrivent certains éléments, j'aurais aimé ça vous entendre, Madame Dagenet, sur le rôle de notre université en Outaouais aussi, dans les chaires de recherche qu'il y a sur le développement des enfants. Donc, comment vous voyez ce rôle-là? Bien, évidemment, pour offrir les meilleures chances aux tout-petits, on a besoin de mobiliser différents secteurs de la société. Puis pour moi, le secteur de la recherche, c'est un des secteurs qui est essentiel, évidemment, pour nous permettre de mieux comprendre ce qui influence le développement des enfants et nous permettre aussi de documenter l'état de situation pour qu'on sache où mettre nos énergies parce qu'on ne peut pas agir sur tous les fronts. Donc, il faut être capable de prioriser les enjeux qui touchent davantage les tout-petits selon la région où on se trouve au Québec. Donc, pour moi, c'est vraiment le rôle que je vois. Puis, je pense qu'il faut penser aussi à mobiliser tous les secteurs de la société. Donc, j'ai parlé de ce qu'on peut faire au sein des municipalités. Bien, il faut mobiliser également le secteur municipal. On a parlé de conciliation famille-travail. Bien, ça interpelle les employeurs, donc tout le secteur des affaires. Et évidemment, bien, le secteur de l'éducation, de la santé, le secteur communautaire peut agir. Ils ont une proximité avec les familles vulnérables. Donc, je pense que ça prend en fait des joueurs de chaque instrument pour qu'on puisse réussir à produire le morceau qui va vraiment favoriser le développement de nos tout-petits et leur permettre d'entrer à l'école sur le bon pied. Super. Donc, sinon, juste dans les commentaires, n'hésitez pas encore une fois à rajouter si vous avez des questions. Un commentaire qu'on a vu, Fanny, c'était quelqu'un qui disait que c'était Madame Julie Sylvestre. Je pense qu'il disait que c'était un beau merci, c'était super intéressant, les statistiques sont frappantes. Donc, il y a une petite question qui est apparue aussi. Donc, je n'ai pas le nom de la personne, mais la personne en question demande qu'en est-il du développement verbal et socio-affectif qui a été affecté par la pandémie? Y a-t-il des recommandations ou pistes de solutions à ce niveau-là pour orienter notre travail en santé publique? Hmm, c'est une bonne question. En fait, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est comme s'il fallait ouvrir notre radar hein, pour porter attention puis détecter si on voit qu'il y a des enfants qui ont des défis particuliers par rapport au langage ou à la gestion des émotions, développement socio-affectif. Donc, il y a des outils qui ont été développés, comme je le mentionnais, d'observation qui ont été expérimentés aussi dans certains milieux pour permettre aux parents d'observer leur enfant puis essayer de déceler s'il semble y avoir un enjeu, mais pour permettre aussi aux éducateurs, éducatrices en service de garde. Puis je pense que la détection, c'est effectivement une responsabilité qui peut être partagée parce que les rendez-vous médicaux, même s'ils sont rapprochés pendant la petite enfance, on n'en a quand même pas à chaque semaine. Donc, les parents, les éducateurs ont une posture privilégiée pour pouvoir détecter. Puis même s'ils ne peuvent pas poser de diagnostic, des fois, c'est juste le petit drapeau qui suffit pour aller investiguer davantage et nous permettre de détecter les problématiques le plus tôt possible. Donc, je dirais peut-être ce serait cette piste-là de mon côté que je trouverais intéressante à explorer. Mais évidemment, la table d'éducation en Outaouais permet de rassembler l'ensemble des acteurs hein, autour de cette cause-là, notamment dans le chantier 0-5 ans. Et à chaque fois où on a eu l'occasion d'avoir ce genre de rapport qui nous a été présenté, on est allé scruter un peu plus loin, évidemment, par les différents secteurs en Outaouais, pour lesquels il y aura des mesures plus spécifiques à mettre
dans certains secteurs peut-être plus défavorisés ou plus dont les gens, là, le français n'est pas leur première langue. Déjà, on a des petites pistes, là, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au sein de la table éducation Outaouais, à chaque fois qu'on a ce genre de rapport-là, on se met en branle avec l'équipe et les gens qui gravitent autour là, dans les chantiers pour essayer de trouver des solutions novatrices, mais aussi très efficaces. Pierre, je te laisse évidemment compléter là, à titre de directeur de la table éducation. En fait, tout à fait. Ce que j'ajouterais, c'est que notre but à la table d'éducation Outaouais, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Donc, quand on voit l'étendue de certains défis, si on parle par exemple du faible revenu des familles dans les milieux défavorisés ou encore la qualité du logement, bien là, on comprend qu'on doit aller rejoindre les acteurs les décideurs au niveau des municipalités, des MRC, en milieu rural, travailler avec les acteurs au niveau du logement, influencer ces gens-là pour qu'ils puissent tenir compte de ces données-là dans leurs décisions. Parce que, évidemment, c'est l'affaire de tous. Donc, nous, on travaille beaucoup avec le milieu de l'éducation, les milieux communautaires aussi, les organismes communautaires, voir comment on peut améliorer l'accessibilité aux services en milieu rural, combler les distances parce qu'on a un vaste territoire. Donc, il y a des défis d'accessibilité aux services aussi qui sont liés à la distance. Bref, tout ça, on le met sur la table, on mobilise les gens dans nos chantiers et on met en place des plans d'action, des actions régionales qui tiennent compte de ces données-là. Donc, et qui tiennent compte aussi des partenariats qu'on peut développer avec l'ensemble des acteurs. Donc, c'est vraiment notre stratégie. Et c'est pour ça que des portraits comme ceux-là sont très précieux. Ils nous aident à cibler nos actions de façon plus efficace. Super. Il y a quelques commentaires dans le chat. Donc, je vais peut-être je vois le temps qui file, donc peut-être qu'on va continuer avec ces commentaires-là. Donc, entre autres, je pense qu'il y a une personne, juste pour une précision, Madame Duguay, on ne peut pas activer les micros des participants dans un format webinaire. Donc, il faudrait mettre votre question dans le chat si vous avez une question. Sinon, il y avait quelqu'un qui a écrit par rapport, je vais lire le commentaire. Je suis TES au sein d'un CPE et je suis l'une des rares privilégiées à occuper un tel poste en Outaouais. Pourtant, je constate la pertinence et la nécessité de ce type de professionnel dans les équipes de travail. Je crois que c'est aussi une belle façon de rejoindre les objectifs de prévention et de prise d'action rapide auprès de la clientèle 0-5 ans. Donc, peut-être, Fanny, voudrais-tu commenter par rapport à ce mon Dieu, commentaire-là? je pense que... Attendez un petit peu, là. C'est parce que j'ai vu qu'il y avait comme une autre question plus haut. Dans les autres questions, on parle aussi d'outils de détection. Donc, les outils de détection qui sont utilisés pour recueillir des informations sur la vulnérabilité des enfants 0-5 ans. Bien, en fait, dans le fond, c'est des outils, des grilles qui sont complétées par les enseignants pendant la première année d'école des enfants. Donc, l'Institut de la statistique du Québec pourrait peut-être partager, si vous en faites la demande, les outils comme tels, mais c'est vraiment des outils qui sont utilisés dans le cadre de l'enquête, puis les observations sont notées par les enseignants. Puis, je voulais réagir également à Madame Lavoie qui disait, il me semble qu'on parle très peu des réussites de certaines familles vulnérables qui ont réussi à reprendre leur parcours scolaire avec intérêt. Puis, effectivement, c'est un message important. Puis, bien que la pandémie ait frappé quand même durement les familles vulnérables, puis que, bon, les études menées ailleurs dans le monde semblent nous indiquer qu'il risque d'y avoir des répercussions, bien, il faut savoir que les enfants ont une grande capacité d'adaptation et que quand on met en place des interventions, bien, ils vont savoir saisir ces opportunités-là, puis ça peut vraiment avoir un impact sur la suite de leur parcours scolaire. Donc, il ne faut pas voir ça comme une fin, mais plutôt comme une petite lumière rouge pour nous dire, OK, portons attention, regardons s'il y a certains enfants qui semblent avoir davantage de défis, puis mettons en place le plus rapidement possible les différentes mesures. Puis effectivement, il y a des beaux exemples qui existent de familles vulnérables qui ont réussi à reprendre leur parcours scolaire, puis il y a des beaux exemples également de tout petits qui avaient des vulnérabilités, mais qui ont réussi à relever ces défis-là parce qu'ils ont reçu les bons services au bon moment.
Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voudraient réagir par rapport à cet aspect-là, par rapport aux familles vulnérables. Je pense qu'il faut continuer effectivement à faire le travail auprès de ces familles-là parce que quand on sort un élève ou du risque de décrocher, par exemple, qu'on réussit à le raccrocher, à lui donner un diplôme ou une qualification, c'est tout le cycle aussi de vulnérabilité qu'on vient briser pour la génération future. Mais en même temps, on a un impact évidemment sur le taux de criminalité, par exemple, dans notre société. Donc, moi, c'est important de souligner le travail qui est fait, notamment en formation générale des adultes ou en formation professionnelle pour amener ces gens-là à avoir un diplôme, une qualification qui va leur permettre de sortir de la pauvreté comme adultes, mais aussi de briser le cycle là, à long terme. Je voulais juste réagir là, tantôt, Valérie, c'est parce que je ne voyais pas le message de Mme Duguay. Est-ce que Dans tu le veux que je te fond, le lise ou tu le vois? Parfait. OK. qu'elle aurait aimé voir en recommandation que les familles soient davantage référées au CISSO et CLSC afin de recevoir des services complets pour ces familles. Mais dans le fond, je voulais juste clarifier que l'Observatoire des tout-petits, nous, on n'émet pas de recommandations. Donc, notre mission, c'est vraiment de rassembler les connaissances sur la petite enfance. Donc, autant les connaissances sur les enjeux qui touchent les tout-petits que sur les pistes de solutions qui ont déjà été documentées dans la littérature et qui pourraient démontrer des effets positifs là où ça a été expérimenté. Donc, nous, on ne fait que présenter des pistes de solutions qui sont intéressantes. Puis après ça, ce qu'on espère, c'est que les gens dans chaque région, dans chaque localité, vont examiner ça puis voir ce qui est pertinent pour chez eux. Parce que des fois, hein, on a des belles mesures qui sont fantastiques en Suède, mais est-ce que c'est nécessairement ce qu'il faut mettre en place à Tursault, par exemple? Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de ramener l'état des connaissances. Donc, il n'y a pas eu d'études comme telles spécifiquement là, sur le point que vous soulevez ici, mais je pense que c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on a dit, c'est-à-dire de favoriser l'accès aux services de toutes les façons possibles. Il y avait un autre, merci pour cet ajout, Fanny. Donc, il y a un autre commentaire un peu en lien avec ça, qui était de Mme France qui dit: «Il faudrait utiliser ces familles qui réussissent pour influencer d'autres familles». C'est un peu plus positif. Donc, d'avoir un système de mentorat. J'ai mis dans le chat aussi également le lien pour l'ECDEM. Donc, si des gens sont intéressés d'aller vraiment creuser au niveau des outils de détection qui ont été utilisés, je vous invite à les consulter. Puis, il y a vraiment une section régionale également qui pourrait être pertinente. Et ensuite, une autre question dans le chat est en lien avec la réalité géographique particulière de l'Outaouais en relation avec la proximité d'Ottawa. Est-ce que ça a été tenu en compte dans les analyses? Et peut-être que je peux répondre pour celle-là, Fanny, Ben si oui, tu veux. vas-y. Parfait. Donc, effectivement, oui, ça a été, dans les données, dans beaucoup de données qu'on a reçues, dont toutes les données en lien avec les hospitalisations, et c'est effectivement tenu en compte. Donc, les hospitalisations des résidents québécois qui ont été pour recevoir des services hospitalisation de courte durée en Ontario, c'est tenu en compte dans toutes les données qu'on reçoit au niveau de l'Institut de statistique du Québec. Je vois que dans le question-réponse, on a une intervention. Donc, beaucoup de pistes de solutions sont des interventions à grande amplitude à mettre en place au long terme. En résumé, selon le portrait présenté aujourd'hui, auriez-vous des interventions et des pistes de solutions à moyen terme à suggérer, vu que les plans d'action des comités formés autour du chantier 05 ans doivent rédiger des plans d'action sur 2-3 ans? Bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup plus d'informations et de pistes d'action qui sont présentées dans le portrait complet. Moi, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, là, je vous ai présenté quelques extraits. Donc, j'espère que d'ici la fin du mois de mars, on sera en mesure de vous envoyer ça, puis qu'il sera encore temps de tenir compte de ces informations-là pour réfléchir vos plans d'action. Mais je pense que d'une façon ou d'une autre, comme je le mentionnais, nous, on n'émet pas de recommandations, puis c'est parce qu'on a des connaissances sur ce qui s'est avéré intéressant ailleurs, mais après ça, je pense qu'il faut vraiment porter un regard régional sur tout ça. Et vous êtes vraiment la table éducation Outaouais, tout indiqué pour porter ce regard-là, puis juger de ce qui est le plus pertinent pour chez vous. Ça semble faire le tour au niveau des questions. Ah, il y a M. Boucher. Excusez-moi. Il y avait Allez-y. aussi une intervention de Mme Dubois sur la réalité géographique particulière de l'Outaouais.
Je peux rapidement vous dire, Mme Dubois, que oui, on tient compte de la réalité transfrontalière là, dans tous nos dossiers. On a même des données spécifiques à ça, mais pas nécessairement spécifiques à ce qui a été présenté aujourd'hui. Sauf qu'on va toujours chercher à faire la corrélation avec notre situation frontalière. Donc, on a un portrait, nous, qu'on a sorti l'année dernière sur la persévérance scolaire qui est davantage documenté par rapport à ça. Puis on va essayer d'intégrer des données plus pertinentes pour les 0,5 ans. Là. Mais on en tient compte. Puis je vous dirais que certaines données en tiennent compte, comme par exemple les taux de naissance, bien, ça inclut les naissances qui ont eu lieu dans des hôpitaux à Ottawa, mais si la famille demeure au Québec. Donc, il y a certaines données aussi qui tiennent compte d'une certaine façon là, de cette Peut-être en situation. complément, en plus de la donnée frontalière avec l'Ontario, il y a aussi, quand on reçoit là, les résultats puis qu'on les creuse, les approfondit, on voit vraiment des différences importantes là, sur le territoire de l'Outaouais. Donc, ça aussi, pour nous, c'est essentiel là, de séparer ce qui se passe sur l'ensemble du territoire pour mieux cibler nos actions. D'une municipalité à l'autre, c'est vraiment différent. Super, merci beaucoup. Il y a un dernier commentaire qui est en lien avec la table des saines habitudes de vie, qui est un comité petite enfance où ils pourront considérer des données pour le prochain plan d'action qui est en rédaction. Et on a aussi un autre commentaire qui est en lien avec les données de naissance à Pembroke en Ontario. Donc, comme on l'a mentionné, en fait, effectivement, les naissances de résidents québécois qui ont été accouchés en Ontario, c'est pris en compte dans le calcul des données. Donc, ce n'est pas seulement une ville en tant que telle, c'est toutes les données de l'Ontario pour les résidents québécois, pour tout ce qui est, en fait, tous les épisodes qui sont hospitalisation de courte durée qui incluent effectivement les naissances. Donc, voilà, mais je pense qu'on arrive en fait pile poil à notre temps. Il est exactement, en tout cas sur mon ordi à moi, 13 heures. Donc, je vais vous laisser à mon beau panel la chance de clore ce bel événement. Bien, merci beaucoup. Au nom de la présidence là, de la Table d'éducation Ottawa pour la présentation. Puis soyez assurés qu'il y aura des suites là, à l'intérieur de nos chantiers, mais aussi là, pour le conseil d'administration et le comité exécutif. Je vous souhaite Bien, une bonne merci à journée à tous tous. pour votre attention. Puis n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'Observatoire des tout-petits si jamais vous avez besoin de précision ou de tout autre type d'informations sur la petite enfance. Un grand merci à tous et toutes. Merci, Mme Dagenet, Mme Dufault. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci, au revoir.